Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la critique analyse du chapitre, j'aimerais faire une petite mise au point. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais des critiques analyses en deux parties, et dans chaque partie, je mettais des théories. L'inconvénient, c'est que quand vous vouliez retrouver certaines théories, vous ne saviez plus exactement dans quelle vidéo c'était, puis ça vous embêtait, je peux le comprendre, de vous retaper toutes les vidéos. Donc là maintenant, je vais changer ma façon de faire, c'est-à-dire que je vais toujours faire les critiques analyses en deux vidéos, mais la première vidéo sera une critique analyse globale justement du chapitre, et la deuxième elle sera plus axée au niveau des théories. Ça s'appellera les théories du chapitre, et dans le titre je mettrai justement sur quoi vont axer mes théories, et comme ça vous permettra à vous, si vous voulez retrouver certaines théories, de juste regarder le titre et de savoir justement dans quelle vidéo c'est. J'espère que ça va aller. Alors c'est parti là pour la première vidéo, c'est-à-dire la critique globale du chapitre 808. On va commencer par parler bien sûr de Jack, qui a été la grosse information de ce chapitre, et aussi de toute la hiérarchie entre guillemets qu'il y a dans les équipages de Kaïdou. Premièrement, déjà on apprend deux choses sur Jack. Premièrement, on sait qu'il a le fruit du démon du mammouth. Ça c'est quelque chose qu'on avait vu venir, mais d'avoir la confirmation c'est bien. En plus il a quand même une sacrée gueule. Alors il y en a certains qui se sont dit c'est bizarre, on voit le mammouth mais on ne voit pas sa grille. Je sais pas si vous remarquez, mais dans les différentes vues qu'on a, soit si on le voit de profil puis il y a pas mal de poils qui cachent, ou sinon on le voit de face, et de face on voit sa putain de trompe, donc on ne voit pas s'il a justement une grille ou pas. Vous aurez aussi remarqué que quand on le voit de profil justement, on voit qu'il a aussi des cornes sur le côté, mais que les cornes sont justement liées à son manteau, et ça reprend justement les cornes qu'il y avait au niveau du manteau de Kaïdou. L'autre chose aussi qu'on apprend, c'est qu'il fait partie justement des trois calamités, et pour moi les trois calamités sont les trois commandants des flottes de Kaïdou. Shiphead, au moment de faire la présentation de Jack par rapport au Minx, je pense qu'il fait un effet Z en le présentant comme le bras droit de Kaïdou. Pour moi justement ils sont au même niveau, et les trois commandants de flotte pour moi sont justement les trois bras droits, ou alors vraiment chacun ont un rôle particulier. Ça c'était vraiment pour la première présentation. Après, au niveau du caractère de Jack, on voit qu'il est toujours aussi barré dans sa tête. Il ne cherche pas à parler, il ne cherche pas à négocier ou quoi que ce soit. Il est là pour venir chercher Raizu, et les autres, ils ont à peine dit qu'ils ne savaient pas où il était et qu'ils n'avaient aucune connaissance de lui, qu'il a commencé justement à tout blaster. Il disait qu'il n'est pas là justement pour aller parler, ou qu'il est pas là pour aller négocier justement avec Inu Arashi. Il est là seulement pour avoir le ninja, et donc il est prêt à tout raser pour ça. Alors certains sont peut-être en train de se dire hey le Doc, pourquoi t'as pas un petit peu détaillé plus les calamités, on voudrait bien savoir ton avis là-dessus. Et bien justement ça sera dans les théories, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo. Juste en dessous des calamités, on a les personnes qui s'appellent les stars. Les stars, pour moi, je les vois justement comme des commandants de groupes de personnes qui sont réunies par rapport à une même chose. Et là, justement, on voit que Shiphead est la star des gifters. Alors, gift, ça veut dire cadeau, et gifter, pour moi, je le voyais peut-être comme les personnes qui ont reçu un cadeau, ou les personnes qui ont reçu un don, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important au niveau de l'utilisation des smiles. Les smiles, on les a vus comme justement des Zoan artificiels, et quelqu'un qui prend un Zoan, c'est-à-dire qu'il mange le Zoan, et il a deux transformations, soit il se transforme directement en l'animal, ou alors il se transforme en une sorte d'hybride animal. Par contre là, on voit qu'ils ont des sortes de mutations. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple on en voit un qui a des sortes de grosses pince, donc pour moi il a peut-être mangé un Zoan du crustacé, un Zoan du crabe par exemple, mais il ne s'est pas transformé totalement en crabe, il s'est transformé que ses pinces. Il y en a un autre qui a des cornes qui sont poussées au niveau des épaules, il y en a un qui a des sortes d'oreilles aussi, puis après il a peut-être, après on le voit peut-être pas, mais il a peut-être des longues jambes. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important à savoir sur l'utilisation des smiles. Et en dessous de ça, après on voit qu'il y a les pleasures. Donc les pleasures, c'est sûrement les personnes qui sont la base, c'est-à-dire la chair à canon, on va les appeler ça comme ça. Et c'est peut-être par contre parmi ces personnes-là qui, lors de combats ou quoi que ce soit, arrivent un petit peu à se faire remarquer, qui après peuvent manger
un smile pour pouvoir avoir une évolution au niveau de leur corps. On va aussi remarquer que, comment elle s'appelle, c'est Jean Rami, elle, ça doit être aussi une gifter, parce qu'on a remarqué que toutes les gifters, justement, ils ont des cornes au niveau de leur tête, et elle aussi, elle a une corne au niveau de leur tête, alors que les pleasure, eux, ils ont des casques à pointe, et justement, ils n'ont pas de cornes. Par contre, on voit qu'elle donne une information qui est très très importante, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche d'un samouraï, c'est ce qu'ils disent, ils disent où est le samouraï, et elle a dit à un moment, non, ce n'est pas un... Non, c'est justement, c'est Sheephead qui dit, ce n'est pas un samouraï, c'est un ninja qu'on recherche, et elle a dit non, les samouraïs, c'est vraiment un groupe, c'est un groupe de personnes, c'est les combattants de Wano Kuni, et justement, là-dedans, il doit y avoir plusieurs classes qui vont être par exemple les ninjas, les archers, les épéistes, les swordman, un petit peu comme justement Kinemon. Et l'équipage de Jack semble quand même très très confiant envers leur force, ils partent directement en combat et ils n'ont pas remarqué que justement les Minx, c'est pas que des pluches sur pattes. Et ces Minx, ce sont des véritables tueurs nés. Enfin, peut-être pas des tueurs, mais au moins des combattants. Ils en ont vraiment sous la patte. Et ça, on l'apprend justement quand le vieux singe arrive pour parler à Jack. Et encore une fois, on arrive dans la caricature du personnage. C'est-à-dire que là, le vieux du village qui arrive, c'est justement un vieux singe qui est toujours censé avoir dans les fables le savoir. Et en parlant du singe, ça va me faire rebondir justement sur le petit singe qu'on avait vu tomber quand l'équipage de Luffy avait monté à l'arrière de la patte de Zou. Ce singe là, c'est tout simplement le singe qui est là pour sonner la cloche, pour avertir si les mecs qui arrivent c'est gentil, c'est la cloche d'accueil, ou alors sinon c'est la cloche de l'alerte. Et ce n'est pas un ninja comme beaucoup ont l'impression de croire. Il est tout simplement tombé, on ne sait pas pourquoi il est tombé, et il va remonter justement après avec Kinemon et Kenjuro. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, mais pour moi il y a deux classes au niveau des Minx. Il y a premièrement les villageois qui vont combattre à main nue, et deuxièmement il va y avoir les gardiens, entre guillemets les combattants, qui eux vont justement combattre avec des armes. Alors premièrement, les villageois, eux, ça va être les personnes qui vont combattre à main nue et qui vont utiliser leur électricité statique qui est au niveau de leur pelage pour pouvoir envoyer des décharges quand justement ils combattent. Et comme je vous l'avais dit dans mes réactions live du chapitre 808, pour moi ça me fait carrément penser Zou à ces villages, un petit peu ces sociétés qui étaient cachées du monde à travers des brouillards. C'est exactement ce qu'on voit dans la Pandarie, dans World of Warcraft, où à l'intérieur on a beaucoup de moines qui tous s'entraînent tous les jours à combattre, et ça on le retrouve aussi dans plein d'autres mangas, dans plein d'autres histoires, et vous avez été quand même quelques-uns à me le laisser justement dans les commentaires. Et justement, ces peuples ont toujours cette mentalité de vivre isolé et de toujours pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, vivre en autarcie. Et justement, s'ils ont un problème, la population, elle est là justement pour aller au combat, pour assister les gardiens. Et après, on a les gardiens, les personnes qui sont vraiment dédiées qu'à faire ça, que à combattre. C'est ceux qui justement utilisent leur épée. Et je ne sais pas si justement ils peuvent aussi utiliser leur électricité statique par leur pelage, s'ils peuvent après la mettre au niveau des épées, un peu comme justement Brook il fait avec la glace pour son épée, ou encore Kinemon avec le feu et son katana. Et ça, c'est quand même assez important. On voit aussi qu'il y a une certaine hiérarchie au niveau de ces combattants, parce qu'il y a certains gardiens de la forêt, et après on a carrément trois grandes personnes qui sont les mousquetaires, qui eux sont, je pense, la garde rapprochée du duc du crépuscule, le duc de l'aurore, ou le prince justement de l'aurore, qui est Inu Arashi. Et justement, un de ces mousquetaires, on le voit dans le personnage de Duke, qui est un minx du type lion. On le voit qu'il est vraiment très très hautain, et il est vraiment dans la caricature là justement du caractère du lion tel qu'on le voit, mais aussi du personnage très très grandiloquent, un petit peu à la Cyrano de Bergerac. D'ailleurs non, il s'appelle pas Duke, il s'appelle, je crois, oui, Duke Sicilian. Et là j'étais un petit peu surpris justement qu'ils prennent ce nom, alors que les mousquetaires, on sait qu'ils sont français, mais c'est pareil au niveau du Japon, des fois ils font un petit peu des amalgames quand ils parlent justement de l'Europe. Et c'est vraiment bien ce personnage, déjà rien que déjà dans son aspect, avec toutes les boucles qu'il y a au niveau de son pelage et tout ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et aussi qu'il est extrêmement extravagant, il veut pas qu'on parle de beauté, de tous les trucs comme ça. Lui, il est là pour combattre, il est là pour être fort, pour être ferme, et je pense qu'il s'en veut aussi beaucoup de ne pas avoir été à la hauteur pour protéger je vais y arriver, pour ne pas avoir protégé Inu
Arashi, et ça c'est quand même assez important. On voit aussi sa manière quand il se met à genoux devant Luffy pour le remercier de ce qu'ils ont fait, et ça c'est vraiment important parce que ils sont plusieurs à le remercier. J'aurais pensé qu'ils auraient remercié seulement que l'équipage, c'est-à-dire Senji, Nami, Chopper et aussi Brook. Non, ils remercient aussi Doflamingo, pas Doflamingo, mais ils remercient aussi Luffy, et justement le prince de l'aurore, justement qu'on voit qu'il y a un gros chien, ça m'a beaucoup surpris par rapport à son aspect. On voit aussi qu'il était très fort. Il remercie Luffy, et on s'est posé la question pourquoi justement il remercie Luffy. Il le remercie tout simplement d'avoir destitué Doflamingo de son statut de roi de Dressrosa, car ça a permis justement à Jack de partir avec une grosse partie de son équipage pour aller sauver Doflamingo, de le prendre justement de la marine, et il a laissé sur place que Shiphead avec certaines personnes pour continuer à trouver Raizu. Et ça pour moi c'est super important, car on voit encore une fois que le gros chien qui est Inu Arashi était super puissant. Pour moi il a réussi à tenir tête à Jack et à son équipage. Pareil, les Mix ont réussi à faire une très grosse pression grâce aux combattants, et justement pour pouvoir avoir le dessus sur eux, l'équipage de Jack a dû utiliser une arme entre guillemets, pas de destruction massive, mais une arme de contrôle des masses qui est justement un gaz neurologique. Alors on est tous en train de penser, putain, c'est cet enculé de César qui a utilisé son gaz pour justement neutraliser les Minx, et puis justement retourner sa veste et aller avec Jack. Ça je ne le pense pas, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'utilisation du gaz peut être fait bien avant, car on sait que César travaillait pour Doflamingo, et comme Doflamingo vendait des armes et aussi des smiles pour justement Kaido, il a pu vendre aussi du gaz de César à Kaido. Maintenant ce gaz, c'est un gaz comme je l'ai dit qui était un petit peu neurologique et qui venait contrôler, affaiblir beaucoup les populations, et c'est justement grâce à ça que Jack a pu avoir le dessus sur les Minx, et qui a pu aussi les contrôler et les foutre sur des croix de Saint-André pour pouvoir les terroriser, car il a dû chercher pendant un bout de temps Raizu, il l'a pas trouvé, donc là il a dit ok, on va passer à la vitesse supérieure, maintenant on va carrément vous torturer, parce que c'est pas quelqu'un qui aime bien blablater, donc torturer, même s'il aime faire ça, c'est peut-être quelque chose qui doit quand même aussi un petit peu le faire chier. Et on voit par contre qu'il a dû torturé pendant un bout de temps, parce que le roi de l'aurore est tombé carrément dans le coma suite à la douleur. Il était quand même pas mal affaibli à cause du gaz, mais ça a dû quand même être sévère, et comme il avait toujours pas l'information, et au même moment il a reçu le journal avec Doflamingo qui était emprisonné, Jack il a dit ok, moi je me casse pour aller sauver Doflamingo. Il a laissé Shiphead avec quelques personnes pour justement continuer à chercher Raizu. Et c'est justement à ce moment-là qu'est arrivé Senji et son équipage. Il n'y avait plus qu'un petit groupe qui était là pour continuer justement à rechercher Raizu. Ils ont réussi à défaire le reste de l'équipage de Jack qui était resté. Et justement Chopper, à ce moment-là, il demande à César, vu qu'avec son pouvoir, il peut sûrement contrôler son gaz, ou il va pouvoir l'aider à créer un remède, de créer une sorte de sérum pour pouvoir jouer un petit peu contre la montre, contre justement la mort de la population des Minx. Et ça, on le voit aussi dans le chapitre 795, car à un moment on voit une sorte de fumée qui est au niveau du sol, que tout le monde a pensé, moi le premier, que c'était du brouillard, alors que pour moi c'était encore peut-être des vapeurs du poison qui restait. Ah, et deux choses avant de terminer rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai vraiment adoré le visage de Nami, de Brook et aussi de Usopp, quand justement Luffy, alors qu'on les prévient justement qu'il ne faut pas parler de tout ce qui est samouraï et ninja, et lui justement il parle des ninjas, puis après quand on voit la gueule qu'il a avec les boss partout. Et aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait Pandaman qui était planqué au début du chapitre. Alors voilà ce qu'il y avait à dire en gros sur ce chapitre. Maintenant le plus important, c'est de voir en détail quelle est la hiérarchie au niveau des équipages de Kaido, et surtout quelles sont ces trois calamités. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce format, et nous on se donne rendez-vous pour la deuxième vidéo.